Donc, bonjour à tous et merci d'être là ce soir pour que je puisse vous présenter Ellie. Donc Ellie, c'est un projet qui est né dans mon stage grâce à Bob et qui, comme beaucoup de Français aujourd'hui, est célibataire. Un Français sur trois est célibataire. Et du coup, il recherche une âme sœur pour partager sa vie et partager les bons moments. Naturellement, il va se tourner vers les sites de rencontres comme 50% des Français. Et en plus, il a un très gros budget pour sortir de ce célibat, parce que d'après l'INSEE, il a 500 € par an en moyenne pour tout compris. Et donc du coup, dans cet écosystème, il a trouvé énormément de sites, il y a à peu près plusieurs centaines de sites de rencontres. Il y en a qui sont très très bien, qui ont plusieurs millions d'abonnés, il y en a qui sont extrêmement ludiques et addictifs comme Tinder, qui est vraiment très agréable à utiliser. Mais ils se rendent très très vite compte au fil des mois qu'en fait, ils ne sont absolument pas pertinents. Il doit perdre énormément de temps pour trier les faux du vrai, pour vérifier que les gens sont encore connectés, parce qu'ils sont partis depuis plusieurs mois. Et puis du coup, il va perdre aussi beaucoup d'argent, parce que c'est assez cher. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va avoir le sentiment de choisir une femme comme s'il choisissait une paire de chaussettes dans un catalogue de la Redoute, à travers 100 et 200 profils. Et donc c'est comme ça qu'est née Ellie, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui humanise la rencontre en ligne, et qui va du coup la simplifier. Concrètement, on va proposer de l'hyper-personnalisation à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va créer un dialogue entre Ellie et l'utilisateur de manière automatique, qui va, à travers des questions extrêmement simples, mais pourtant extrêmement pertinentes, créer une relation de confiance et récupérer un maximum d'informations sur son profil psychologique, sur ce qu'il recherche et ce qu'il est, ainsi que ses goûts, sa vision du monde, etc. Derrière, Ellie va proposer une recherche sur mesure à la place de l'utilisateur, il n'a rien à faire, et présenter la bonne personne une par une. On met sur du slow dating, c'est-à-dire on ne va pas itérer 10 personnes en parallèle. Derrière, comme on connaît les personnes par cœur, puisqu'on a fait l'hyper-personnalisation, on va pouvoir présenter et mettre en exergue les points communs pourquoi on les a présentés, et surtout trouver des angles d'attaque, des sujets de discussion qui vont les passionner tous les deux. On va dire par exemple, vous êtes tous les deux passionnés des films de Woody Allen des années 80, et du coup ça va briser la glace, et ça va vaincre toute la frustration, la timidité qu'on retrouve sur tous les sites de rencontres. Par exemple, Tinder, quand il y a un match, il y a seulement 10% des gens qui arrivent à se parler parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils se sont choisis une photo, ils ne savent pas du tout par où commencer. Derrière le cœur de métier, c'est une intelligence artificielle, on en a 4, qui vont permettre justement de trouver la bonne question à poser à l'utilisateur pour le cerner le plus rapidement possible. Derrière, faire du machine learning sur les critères de pertinence d'un point de vue psychologique, goûts musicaux ou autres, ainsi que sur l'apparence. L'apparence est extrêmement complexe. C'est pas je cherche une blonde ou une brune, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et bien sûr, trouver le bon sujet de discussion qui va permettre de lancer la discussion. Concrètement, ce projet, il est en production. Aujourd'hui, on a dépassé les 11 000 utilisateurs. On a déjà 16 parutions presse. On a plus d'1,5 million de messages échangés, et ça grossit énormément. On a surtout 30% de viralité naturelle. Les gens apprécient beaucoup le service, ils n'ont pas honte d'en parler autour d'eux. Tout ça en seulement 4 mois d'existence. On espère que ça va continuer dans cette lancée-là. Derrière, il faut bien un business model. On a choisi le freemium, c'est-à-dire fournir le service gratuitement au maximum de personnes et proposer en alternative certaines options payantes qui peuvent être typiquement parler plus longtemps avec les personnes, parler à plus de personnes par jour, on a aujourd'hui une limite. Et surtout, le plus important, ce qui nous est le plus demandé, c'est recontacter les personnes. Il y en a qui font des mauvais jeux de mots, des mauvaises blagues à des filles. Ils se font jeter et ils sont prêts à payer pour une seconde chance. D'ici qu'on soit stable et autosuffisant, on a besoin de financement externe. On a déposé une bourse d'innovation et on est en attente de résultats. On a été intégré il y a un mois au sein de Facebook pour les startups, qui nous a financé à hauteur de 40 000 € et fourni beaucoup de soutien. Et on a démarré cette semaine une levée de fonds et on espère qu'elle va se conclure pour 300 000 €. L'objectif de tout ça, c'est de nous amener jusqu'en 2018 avec beaucoup d'acquisitions et beaucoup de marketing pour faire connaître notre produit, faire du recrutement lié à ça et surtout itérer au niveau mondial ce qu'on a fait durant ces 4 mois au niveau de la France, c'est-à-dire ouvrir une par une les villes. On a fait Toulouse en février, on a fait Lyon et Paris la semaine dernière et on va faire Paris à travers le monde. Le but de tout ça, bien sûr, c'est de racheter Match Group, le propriétaire de Tinder et Mythique, dans 5 ans. Derrière ce projet ambitieux, il y a une équipe, il y a 2 personnes, il y a Vincent et moi, tous les 2 ingénieurs en informatique. Et on n'est pas à notre coup d'essai, puisque Ellie est notre 4e start-up. Il y en a une qu'on a réussi à revendre et 2 autres encore en production et qui sont assez autonomes pour l'instant. C'est un projet qui nous tient extrêmement à cœur parce qu'on est Bob, on a nos amis qui sont Bob aussi, c'est-à-dire qui en ont marre des sites de rencontres. Et on a vraiment voulu passer à travers ce projet des valeurs très humaines. Et on est extrêmement content que la presse a très bien compris là où on voulait en venir, c'est-à-dire ce côté réactionnaire et disruptif et vraiment remettre l'humain au centre. Idem côté utilisateur, on a vraiment une très bonne perception de tout ce qu'on veut transmettre. Et surtout, la meilleure des retours que les gens nous font, on a fait 10 retours par jour en ce moment, c'est la dernière, c'est grâce à Ellie, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ça, c'est vraiment la meilleure des retours. Voilà pour la présentation et je vous remercie de votre attention.
La parole est aux experts. Bonjour. Quelle est la différence par rapport à Once dans la promesse? Alors, Once, par exemple, ils ont fait un choix qui est de faire le matchmaking, la partie mise en relation en manuel, par un ensemble, une armée d'étudiants, en fait, tout simplement, qui n'ont absolument pas de certification ou de qualification pour du psychologique ou learning. Nous, on a fait l'approche inverse, on a préféré faire du data mining, donc vraiment de big data, à travers les retours d'utilisateurs. Lorsque il met en relation, les gens se parlent, et lorsque ça s'arrête, on dit stop, ils en ont marre, ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et ça va faire que l'outil va prendre de l'eau et découvrir que telle question ou tel critère est déterminant ou pas. En fait, du coup, par rapport à vous avez la même promesse que Once, mais vous avez une méthodologie que vous présentez. Vous avez la même promesse que Once. Je me permets. Ah oui. Même promesse que Once, c'est une méthodologie que vous présentez comme étant plus efficace. Mais vous connaissez le data mining, c'est le nombre, c'est la quantité de data qui compte. Oui. Et on sait que Tinder, les gens qui ont peut-être 1 million de data, enfin 1 000 data, 1000 fois plus de data que vous, sont en train aussi d'essayer d'identifier les règles pour voir quand est-ce que ça match, quelles sont les conversations qui aboutissent à quelque chose, et sont en train d'adapter leur fonctionnement. Voilà, ils ne vous ont pas attendu pour le data mining, nous on est en train de le faire. Et comment vous allez pouvoir, avec beaucoup moins de data que Tinder, comment vous allez pouvoir un outil plus intelligent avec beaucoup moins de data? Alors, une grande différence, c'est que d'un point de vue utilisateur, on a plus de data qu'eux. Once, on a quasiment que la photo et un compte Facebook derrière. Idem pour Tinder, on a quasiment que la photo et un compte Facebook derrière. Ils ont très peu d'informations. Nous, on connaît les goûts des gens, on connaît les orientations politiques, on connaît les sons de choses. Sur Tinder, il y a ce genre de choses. Ils récupèrent en fait tous nos likes Facebook, oui, et qui sont assez révélateurs de plein de choses. Ils s'en servent pas, ça a été démontré à plusieurs reprises. Et dans tous les cas, il y a un certain nombre d'efficacité. Comme je vous disais, dans Tinder, lorsque deux personnes se matchent, donc on a accepté, il n'y a que 10% des gens qui arrivent à se parler derrière. C'est extrêmement peu. Nous, on a démontré qu'on a réussi à 79% pour l'instant de gens qui se parlent après la mise en relation. 79% sur les 4 derniers mois. Donc on a vraiment déjà, aujourd'hui, dans cette MVP, une vraie différence de succès, entre guillemets, sur la promesse qu'on veut faire. Quoi. Et la dernière question, oui. Est-ce que, pour moi, il y aura oui, la métrique du taux de conversation, taux de mise en relation qui aboutissent à une conversation, peut-être qu'il faut qu'elle est aussi corrélée en fonction du temps. C'est-à-dire que si Tinder, moi je fais 40 matchs en un mois, et après j'ai 10 conversations, et avec Ellie, j'ai 5 mises en relation, dont 3 conversations. Finalement, avec Tinder, j'aurai beaucoup plus de conversations parce qu'il y a ce réseau qui fait que. Est-ce que c'est pas plutôt le nombre de conversations que j'arrive à obtenir qui est plus pertinent que le taux de conversion entre un match et une conversation? C'est une bonne question, il faut vérifier. Il faut vérifier. Bien sûr, j'ai pas de réponse. Après, tu parlais de Once, typiquement, on a le même marketing de Once, côté slow dating, vraiment revenir aux valeurs humaines, présenter qu'une seule personne à la fois. Parce qu'aujourd'hui, dans un bar, on n'a pas 10 personnes en parallèle, on ne va pas en parallèle, en tout cas, c'est vraiment honnête. Once, typiquement, en fait, c'est un Tinder déguisé où on envoie comme un swipe par jour, en fait. Et ça, c'est vraiment le problème de Once. Et après, il y a d'autres problèmes, c'est qu'ils vont essayer de surfinancer leur projet, qui fait que les gens se détournent très facilement du système. Tout est payant, en fait. Moi, je voulais avoir plus d'informations, c'était sur le budget par an. C'est 500 € par an, j'ai vu que les personnes mettent. Ah oui, le budget, c'est ouais. par an. Oui, c'est par an. Donc ça, c'est tout compris, c'est-à-dire le resto raté parce qu'il y a quelqu'un qui ne marche pas, c'est les sites de rencontres qui sont entre 30 et 120 € par mois, avec des extrêmes à 300 € pour je ne sais plus lequel. Et c'est tout compris. D'accord. Sachant que je crois qu'il y a 30% des gens qui payent sur les sites de rencontres en moyenne, et ils s'abonnent en moyenne vers 6 mois. D'accord. Et à un moment, est-ce que Ellie est présente pour briser la glace? À un moment, il y a des slides où. Ah oui, et en fait, Ellie met en relation. Elle est en relation, elle est présente en fait. Comment ça se passe quand les deux personnes. En fait, c'est la conversation, elle est là au milieu. Elle est là au milieu. En fait, je n'ai pas présenté, c'est un chatbot, c'est sur Facebook Messenger directement. C'est une amie qu'on rajoute et à qui on parle. Et en fait, elle va faire rentrer dans la conversation une troisième personne. Donc, elle va les présenter, elle va mettre en exergue des points communs, comme j'ai dit. Et dès qu'il y a un blanc, elle va relancer un nouveau sujet de discussion. Elle a essayé le cinéma, si ça ne marche pas, elle essaie de la musique, si ça ne marche pas, elle essaie des sorties. Et elle est toujours là en coaching, justement, pour éviter les blancs et justement pour augmenter ce chiffre de 79% où on veut que ce ne soit pas 79% des gens qui se parlent, mais ce soit 79% des gens qui ont un date derrière réel dans la vraie vie, quoi, ou du moins un échange de 0,6.
pour faire perdurer la relation plus tard. Et est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de personnes qui se sont vues ou qui sont en couple? Non, on n'a pas de statistiques dessus. En fait, le problème, c'est que les seuls retours qu'on me demande, c'est à la fin de la conversation, où là on sait combien de gens sont échangés des contacts pour poursuivre la discussion ailleurs, sur leur format qu'ils préfèrent. Après, on sait qu'il y en a certains qui ont pris le temps de nous revenir vers nous pour nous dire merci grâce à vous que j'ai rencontré. Ouais. Mais on ne sait pas le taux de gens qui ont pris la démarche de venir nous voir. D'accord. Et j'ai encore deux autres questions. C'est pourquoi Ellie, sur le nom en fait, de la Comme startup. ça. Elle est lui, enfin, Non, c'était plutôt un prénom à la fois réel, mais pas très connu, qui marche assez bien dans pas mal de langues et qui soit assez féminin. Il y a un caractère qui n'est pas encore très marqué, mais on veut que ça soit vraiment une petite fille avec des avis, des goûts. On a même des retours de gens qui passent leur journée à discuter avec Ellie, à répondre aux questions, juste parce qu'elle est marrante, elle est fun, ou des fois elle est méchante parce qu'elle rabaisse les gens. Enfin, elle a un petit comportement, quoi. Elle est extrêmement étonnante. Et ma dernière question, c'était juste avoir une explication un peu plus poussée sur le modèle économique. C'est des options pilotes. Vraiment, alors aujourd'hui on limite le nombre de rencontres par jour, on limite la discussion au sein de l'application en ligne à 48 heures. D'accord. Et idéal pour côté contacté, on interdit pour l'instant de recontacter des personnes. On va autoriser ça, je pense. Et le coût est de combien pour les options? Pour l'instant, on n'est pas encore défini. D'accord. En fait, comme on est sur un format de chatbot, donc hébergé sur la plateforme Messenger, on n'a aucun coût de développement quasiment par rapport à une application mobile. On a un time to market extrêmement rapide. On a des coûts de développement aujourd'hui qui sont à 0,005 € par utilisateur par mois. Extrêmement faible. Moi, je viens du monde du mobile, des anciennes boîtiers du mobile. On était plus sur du 50 centimes par mois, on était plus de 1 € par mois, ça dépendait des plateformes. Et là, en fait, on n'a quasiment rien à payer. Facebook nous faut une bande passante, les serveurs quasiment. Et surtout, ils bossent à notre place pour développer l'interface et optimiser tout ça. Donc, il y a aujourd'hui une opportunité de rentabilité du fait qu'on a une plateforme qui est à ne pas développer tout simplement. On n'a pas d'armée développeur à embaucher. D'accord. Ce sera tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ouais. Oui. Le slogan, ça, pour moi, ça ressemble à une traduction de l'anglais. Ça ne fait pas très naturel. C'est un petit truc en passant. Moi, je m'intéressais au côté intelligence artificielle. Je me souviens avoir vu un certain temps un article de presse, je ne sais plus si c'était une agence ou si c'était un site qui disait que faire sur les gens qui se rencontrent parce qu'ils aiment tel film, ça rime à rien, et ils choisissaient selon des trucs genre personnalité, et je me demande quels sont les critères que vous utilisez et comment vous faites ça, comment vous implémentez les gens qui ont une personnalité compatible, parce que c'est pas trivial, quoi. Les films de Woody Allen, c'est facile, Et en fait, mais la personnalité compatible, c'est beaucoup les questions moins, du style Woody Allen servent juste à briser la glace Oui, et à trouver. d'accord, mais C'est pas la compatibilité. Alors, il y a un très grand, il y a plein d'études psychologiques qui existent, on s'en est basé sur plusieurs. Typiquement, il y a le Big Five qui est très connu et qui, voilà, et qui permet déjà de définir si deux personnes sont compatibles. Il y a des grandes thématiques comme la politique. Lorsque deux personnes sont de bords différents, ça ne marchera jamais. C'est comme ça, c'est démontré. Idem pour des choses plus futiles comme est-ce qu'on part en vacances, est-ce qu'on est plutôt sac à dos ou valise. C'est des gens de petits indicateurs pour savoir si les personnes sont compatibles ou non. Donc, on a implémenté le Big Five de base, la version de base. Et après, l'algorithme apprend par lui-même, il trouve des corrélations entre les questions pour savoir que telle question veut dire la même chose que telle autre question, ou d'autres questions sont incompatibles, et il apprend tout seul avec les feedbacks des utilisateurs. Donc c'est voilà, il s'auto-alimente. Après, effectivement, il faut du volume, mais 11 000, c'est pas suffisant encore, on va en avoir beaucoup plus, mais ça va arriver. D'autres questions? Oui, tu t'es dit qu'il y a des gens qui aiment bien discuter avec elles sans pour autant discuter avec d'autres personnes. Oui. Ça m'a fait penser au film Heure. Oui, exactement. À quel moment est-ce qu'il se met à parler? À quel moment est-ce que les gens tombent amoureux des livres? Malheureusement, on a des retours comme ça tous les jours. Donc je ne sais pas si c'est pour rigoler ou si c'est sincère. Donc on va commencer à se poser des questions. Est-ce que Oli peut demander de l'argent du coup? C'est ça. On va développer un autre service pour envoyer des photos. Ouais, on peut. Mais au tout début du projet, avant qu'on commence à être prototypé, on a imaginé qu'Eli avait une personnalité, elle changeait sa photo tous les jours et qu'elle revenait vraiment tous les matins avec un sujet d'actualité, comme le film qui est sorti hier soir, etc. Aujourd'hui, on n'a pas encore le temps de le faire, mais c'est une vraie volonté. Il y avait d'autres questions? Ouais. C'était derrière. D'accord. Ouais. Sur l'ensemble des données en fait, qui sont agrégées, Oui. J'aurais deux questions. La conformité par rapport à la CNIL, notamment s'il y a Facebook derrière qui vient de se faire un petit peu ramasser. Parce qu'il était question des questions sur les partis politiques et je pense que c'est interdit en France.
Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est revendu ou est-ce que donc du fait d'être rentré dans le programme Facebook, c'est donc automatiquement, c'est comme ça qu'il se rémunère un peu aussi? Comment vous gérez la data? Alors, tout simplement, Facebook n'a pas accès à nos données. Tout simplement, ça c'est clair. Les serveurs où on stocke nos données sont chez nous de notre côté et Facebook n'a pas accès. Donc, pour rendre juste le financement, la suite à l'apéro, mais c'est vrai que.